Bonjour tout le monde, bienvenue. J'aimerais peut-être juste commencer par un peu avoir une idée, un portrait de qui est dans la salle. Donc, à main levée, est-ce que vous pourriez me dire qui est issu du milieu communautaire? OK, donc une bonne majorité. Qui est issu du milieu de la santé publique, des services sociaux? Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont issus de d'autres milieux, recherche ou autres? OK, donc quand même une bonne majorité du milieu communautaire avec quelques gens du milieu de la santé publique, santé et services sociaux. Donc, je me présente, moi c'est Gabriel, je suis coordonnateur au développement chez Réseau et aujourd'hui, donc, je fais une présentation vraiment en toute humilité. En fait, je ne me considère pas comme étant un expert au niveau académique ou clinique sur le sujet. Par contre, ben, j'ai une expérience qui est diversifiée. Donc, comme j'ai dit, je suis coordonnateur, mais dans le passé, j'ai occupé différents postes, différents rôles chez Réseau. Entre autres, j'ai été intervenant. Donc, je vais puiser un peu dans cette expérience-là. Je suis également bachelier en sexologie. On en discutait tout à l'heure avec des gens aussi qui sont issus de ce même milieu. Donc, de manière générale, ben, moi, je vais participer là, dans mon rôle chez Réseau à des projets de recherche, à différents euh, projets aussi qui tournent autour de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Et également, ben, j'accompagne des intervenants aussi dans leur travail, des intervenants qui sont vraiment sur le terrain et qui vont vraiment aider, soutenir des gens qui vivent avec la thématique dont on va parler aujourd'hui. Je vous fais un petit avertissement, un petit disclaimer aussi pour dire que aujourd'hui, bon, on a 45 minutes pour couvrir le sujet. Ce sera une présentation qui, somme toute, va être en surface. Je veux que vous ayez un peu une meilleure idée de qu'est-ce que c'est. Une présentation en surface, mais avec quand même une bonne mise en contexte où on va vraiment mettre les bases pour que vous soyez vraiment en mesure de bien comprendre le phénomène dont on va parler aujourd'hui. Puis tout au long de la présentation, je vais essayer de vous pointer un peu des directions si vous voulez aller plus loin, en fait. Parce qu'il y a plein de trucs qui se font. Je vous dis tout de suite, là, moi, je n'ai pas inventé la roue, je n'ai pas inventé rien de ce qui est dans la présentation aujourd'hui. C'est toutes des choses qui existent déjà, c'est toutes des choses qui sont peut-être connues, que peut-être vous-même vous connaissez. On va essayer de tout avancer ça, mettre ça ensemble pour faire quelque chose qui est cohérent, je l'espère. Alors, prochaine diapo. Non. Bon. Voilà, voilà, voilà. Puis là, si je fais ça, OK. Donc, je prends un petit moment pour vous dire que Réseau est un organisme à but non lucratif qui existe depuis maintenant plus de 30 ans. On a commencé dans les années 90. On développe et coordonne des services, des activités en lien avec la prévention du VIH et des ITSS, la promotion de plusieurs aspects de la santé. Et on travaille vraiment dans une approche de santé globale, de santé holistique et surtout avec une approche de réduction des risques et des méfaits. Alors, notre histoire. Avant ça, en 1981, on a donné d'abord le nom de Gay Related Immune Disease, GRID, au VIH, ce qu'on appelle aujourd'hui le VIH. Alors, le GRID, c'était nommé ici parce qu'on pensait que ça touchait seulement les homosexuels. Mais c'est vraiment en mars 1982 que le Canada a déclaré pour la première fois qu'il y avait une personne qui vivait avec, à l'époque, le sida, donc le syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc, un peu plus tard, en 1983, c'est là que le comité SIDA Aide Montréal, le CESAM, a été constitué. Puis, donc, c'est un comité qui était vraiment financé par le gouvernement du Québec et qui avait un mandat à plusieurs niveaux, prévention, intervention, mais aussi soins auprès des personnes qui vivaient avec le sida. Je dois vous dire que toutes ces informations-là, ça vient de Cathy, le site web, donc cathy.ca. C'est pas moi qui ai inventé ça. Oui. OK. Parfait. Je vais faire ça. Très bien, merci.
En 1991, donc c'est ce que vous voyez sur la diapositive, on a donc 00 qui voit le jour sous la forme d'un comité conseil au secteur éducation prévention du Sésame dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce comité-là désirait vraiment limiter la progression de l'épidémie du VIH à Montréal. En 94, 00 s'est officiellement incorporé et devenu un organisme à part entière. Et c'est dans mes notes ici, dans 2010, qu'on a adopté le nom de réseau. C'est venu avec un changement de perspective assez important. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment inscrit dans une approche de santé holistique, de santé globale et vraiment de la réduction des risques et des méfaits. On a élargi notre mission également vraiment à tout homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes. Avant, on était vraiment avec des hommes gays, homosexuels. On a compris que finalement, le VIH, le sida, ça touche les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, peu importe l'orientation finalement. OK. Je vous ai dit tout à l'heure, on va faire une bonne mise en contexte. On y est. Voilà, donc on va vraiment poser les bases là, pour bien comprendre le phénomène de la consommation en contexte sexuel. Donc, vous voyez à l'écran différents termes. Donc, en premier, le terme ARSA, HSH, MSM, c'est toute la même chose. ARSA, au long, c'est hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. HSH, c'est tout simplement un résumé de ARSA. Et MSM, c'est en anglais. Donc, men having sex with men. Donc, bien important que vous sachiez que ce terme-là est utilisé pour définir une population par le biais de son comportement sexuel. C'est un terme qui prend ses origines plutôt dans les instances de santé publique. Donc, il n'y a personne généralement qui va se dire « moi, je suis un ARSA ». Okay? On fait souvent la blague à l'intérieur de notre organisme chez Réseau. On s'auto-définit comme étant des ARSA, mais en réalité, personne fait vraiment ça. En tout cas, je n'ai jamais expérimenté quiconque qui s'identifiait comme ça. Donc, les gens, généralement, vont plutôt s'identifier avec des termes comme gay, bisexuel. Également, on a ouvert notre organisme, on a fait preuve d'inclusion, on a ouvert notre organisme, nos services aux personnes trans, aux hommes trans, aux personnes transmasculines. Donc, c'est aussi à noter. C'est pour ça que j'ai inscrit le terme homme LGBTQ+. Donc, c'est vraiment la population que nous, on dessert chez Réseau. Le Q, c'est pour queer. Pour ceux qui ne le savent pas, queer étant un terme en anglais qui veut dire étrange ou bizarre. C'est une réappropriation d'un terme qui se voulait une insulte à l'époque. Alors, à noter que c'est encore vraiment difficile d'estimer avec précision le nombre d'hommes québécois qui ont des relations sexuelles exclusivement ou occasionnellement avec d'autres hommes. Cependant, on estime que ça peut varier entre 4 à 10 de la population masculine adulte qui ne serait pas exclusivement hétérosexuelle. Donc, 4 à 10 c'est quand même assez important comme partie de la population. Donc, à noter aussi qu'il y a un pourcentage assez important de ARSA qui vont se dire, comme je disais tout à l'heure, gays, homosexuels, bisexuels. Mais il y a aussi une distinction à faire parce qu'il y en a qui ne vont pas adopter cette identité-là pour toutes sortes de raisons et qui vont se dire, ben non, moi je suis hétéro, j'ai une femme, des enfants, tout ça. Mais en réalité, on peut observer que certains vont avoir des relations avec d'autres hommes. Et j'apporte votre attention sur cette population-là parce que c'est, un, difficile de les rejoindre, deux, souvent ils ne se sentent pas concernés, ils ne se sentent pas à risque. Donc, il y a un petit travail à faire de ce côté-là, je pense. Je poursuis avec, je pense que j'ai couvert tous les termes. Donc, pour aller plus loin, je vous ai mis une petite ressource ici, très, très, très intéressante. C'est la formation sexe, genre et orientation sexuelle, comprendre la diversité. C'est une formation qui fait partie du programme national de formation de l'INSPQ, programme national sur les ITSS, les substances, la diversité et la pluralité des genres. Je vous invite fortement, fortement à aller suivre ces formations-là. Et j'en profite pour vous glisser tout de suite qu'à l'INSPQ, on travaille déjà sur une formation sur le chemsex, un terme qu'on va définir un peu plus tard dans la présentation. OK. La sexualité. Donc, on part de loin.
Le Lévitique, un livre de la Torah de la Bible, condamne les personnes homosexuelles à mort. Oui, ça c'est évidemment, là, ça date, mais encore aujourd'hui, il y a des endroits dans le monde où on va se baser sur ces écrits-là pour condamner les personnes homosexuelles à mort, à la prison, à toutes sortes de différents châtiments. Au 11e siècle, on crée le terme sodomie ou sodomite, donc, qui est un péché blasphématoire dans la religion chrétienne. Donc, bon, je ne vous ferai pas de dessin pour la sodomie, je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agit. Deuxième point, au 19e siècle, la définition médicale vient remplacer un peu la définition plus religieuse. On va donc parler ici d'une maladie, en fait. Plutôt que d'un péché, on parle d'une maladie. Donc, peut-être une petite amélioration selon certains, mais on n'est pas encore tout à fait là. En 1867, l'homosexualité est punissable par la loi pénale au Canada, ici, d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Donc, c'est quand même, pensez-y bien, 14 ans d'emprisonnement pour homosexualité, c'est quelque chose. Donc, dans les années 1920, on a donc le docteur Magnus Hirschfeld à Berlin qui explique l'homosexualité comme étant une simple variation de la sexualité. Donc, déjà, on voit qu'il y a un petit peu un avancement, puis il commence à y avoir un consensus là, dans les différentes sphères un peu scientifiques. En 1948, on a Alfred Kinsey aux États-Unis qui, avec une grande recherche au niveau populationnel, va déterminer qu'il y a environ 37 des hommes qui ont eu au moins une fois un orgasme lors d'une relation avec un autre homme. Donc déjà, on voit que là, c'est plus juste une affaire d'une minorité dans un coin qui fait sa petite affaire puis qui est un peu ostracisé. En 1960, on commence à avoir un peu l'émergence de militants qui vont vraiment militer donc pour l'émancipation des populations LGBT de façon générale, mais également des homosexuels. Donc, émancipation parce qu'on veut des droits, on veut une protection juridique, mais on veut aussi faire cesser la discrimination, en fait. En 1969, on a un événement assez célèbre qui est la descente au Stonewall Inn. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, sinon, je vous invite à aller faire vos recherches. Mais grosso modo, donc, c'est un bar situé dans le Greenwich Village à New York qui servait de refuge à la communauté LGBT. Et donc, c'est là que la police est arrivée, fait une descente. Il y a toutes sortes de documentaires, de trucs artistiques qui ont été faits sur ce sujet-là. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller chercher sur cet événement. 1969, au Canada, on assiste à la décriminalisation des actes de sodomie entre adultes consentants âgés d'au moins 21 ans. Donc, à ce jour, c'est toujours cette même législation qui a cours. En 1974, on a l'American Psychiatric Association, je crois, qui retire l'homosexualité de son catalogue de maladies. En passant, le catalogue de maladies, c'est le DSM. Donc, quand on y pense, là, en 1974, c'est pas si loin que ça. Donc, voilà. En 1995, on a des décisions de justice qui, ce qu'on appelle ça m'échappe, je voulais le dire, mais ça m'échappe. Donc, des décisions de justice qui vont interpréter l'article 15 de la Charte des droits et libertés au Canada en disant finalement, la discrimination homophobe, c'est interdit selon la Charte. Donc, c'est quand même une avancée importante. Je rappelle aussi enlever l'homosexualité du catalogue du DSM. En fait, c'était quelque chose qui était demandé par les gens au début des années 60 qui militaient pour ça, en fait. Puis c'est 14 ans plus tard que ça s'est fait, finalement. Comme quoi, des fois, le changement, c'est un peu lent, puis des fois, il peut y avoir des petits pas de recul. Alors, jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça semble bien, OK. On continue, on poursuit avec la mise en contexte. Là, je tiens juste à vous avertir, ce n'est pas un portrait complet
de la santé mentale chez les hommes LGBTQ+. J'ai moi-même choisi certaines statistiques, certains trucs un peu pour vous donner une image, pour vous donner un petit aperçu. C'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Puis ce que je vais vous montrer, ce n'est pas nécessairement joyeux. C'est vraiment, on parlait de vulnérabilité au début du colloque. Puis c'est ça, on est vraiment dans les vulnérabilités ici. Donc, puis je rappelle, peut-être remémorer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'était la vulnérabilité justement au début du colloque? Comment on l'avait défini? Vous rappelez-vous? Le risque d'être blessé, oui. Mais le risque d'être blessé de manière inégale, voilà, exactement. Donc, on est vraiment là-dedans, dans une répartition inégale du risque d'être blessé, vulnérabilité. Donc, on en vient à la santé mentale chez les harces. Les harces ou les hommes LGBTQ+. Alors, dans l'enquête EMIS 2017, il n'y a quand même pas si longtemps pour des enquêtes, en tout cas. 5165, un échantillon de 5165, c'est un gros échantillon à l'échelle canadienne. Donc, les participants ont subi, selon cette étude, des niveaux élevés d'intimidation. On parle de 31,9 %, près de 35 % pas loin. Donc, près d'un tiers des participants à l'enquête qui auraient subi des niveaux élevés d'intimidation. On parle aussi de violence verbale dans 22 % des cas et de violence physique dans une moindre mesure, mais quand même 1,5 % des 5000 participants qui disent avoir vécu des violences physiques. Et donc, tout ça, toutes ces intimidations, violences verbales et physiques reliées vraiment à l'attirance pour d'autres hommes. Donc, précisément, on a questionné ça sous cet angle-là. Également, toujours dans la même enquête, EMIS 2017, on conclut un niveau d'anxiété ou de dépression qui est évalué comme étant modéré ou sévère. Anxiété, dépression modérée ou sévère, ce n'est pas une passe où ça va mal, c'est vraiment ça ne va pas bien. Et c'est évalué avec des questionnaires validés scientifiquement, bien sûr. Donc voilà, anxiété, dépression présente chez près de 25 % des 5000 participants. 25 % c'est énorme. Parmi les 6198, encore une fois, un assez gros échantillon d'hommes LGBTQ+, qui ont participé à l'enquête SexNord en 2019 assez récent aussi. C'est un peu ce qui m'a guidé dans le choix des statistiques. Là, je regardais les dates, des trucs qui datent de quand même plusieurs années. Donc, j'ai choisi vraiment ce qui était plus récent. Plus d'1 sur 5 de ces 6000 personnes, donc 21 %, avaient des scores de dépression supérieurs au seuil de dépistage clinique. Quand même. 29 % ont déclaré avoir une santé mentale passable ou mauvaise dans l'ensemble. Je vous mets en contexte pour l'étude SexNord. C'était une étude qui a fait son recrutement pendant la pandémie. Donc, il y a quand même une raison derrière le fait que c'est des chiffres qui sont très, très élevés. Alors, c'est ça, un portrait un peu sombre dans l'ensemble. Comme j'ai dit d'emblée tout à l'heure au début, ce n'est pas un portrait complet. Il y a plus de nuances que ça normalement. Donc, c'est aussi une population qui est très résiliente, qui a développé toutes sortes de mécanismes pour s'adapter à ces différents trucs-là vraiment moches finalement. Alors voilà, jusqu'ici, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ça serait préférable. Oui, juste à l'arrière, le micro est là. Oui, c'est Florence Desplanches de la Direction de santé publique de Montréal. Je voulais savoir, les 2 enquêtes, est-ce que les résultats que tu as présentés, est-ce qu'ils, en fonction de l'âge, est-ce qu'il y avait des… Moi, j'ai pas le détail en fonction de l'âge. Par contre, c'est disponible définitivement dans les articles eux-mêmes. Évidemment que le temps qu'on a, je voulais rester un peu plus général. Mais oui, il y a les détails par rapport à l'âge. Il y a des articles complets qui ont été publiés
Puis vraiment, on voit tous les résultats, les tableaux, tout ça. Donc, c'est disponible. Effectivement, c'est quand même quelque chose de très pertinent à avoir en tête, l'âge. Tout à fait. Autre question, commentaire? Ça va jusqu'à maintenant? Oui? Parfait. On poursuit. Alors, consommation en contexte sexuel ou consommation sexualisée. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Oui? Oui, intéressant. J'aime la formulation, comment tu as apporté. Tu dis consommer des substances pour du sexe, pour avoir du sexe. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des éléments de définition complémentaires ou différents? OK, intéressant. Faire du sexe en consommant des substances, c'est comme une nuance ici. Passer à l'acte sexuel, mais encore. Changer le contexte sexuel. Oui. Influencer le contexte par les drogues, changer le contexte sexuel en consommant. Tout à fait. D'autres trucs? Y a-t-il des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit là? Non? J'essaie de consommer du sexe. Intéressant. Perspective intéressante. Oui. Alors, je vous propose une petite définition ici. Alors, effectivement, il y a une composante assez importante qui est l'intention. Donc, ici, on dit consommation sexualisée, c'est la prise intentionnelle de substances psychoactives avant ou pendant les activités sexuelles dans le but de les buts, on va y revenir aussi, les motivations, mais dans le but de prolonger la durée, diversifier ses pratiques ou encore d'améliorer son expérience, ses performances. Toutes sortes de substances peuvent être utilisées, bien sûr, alcool, cannabis, cocaïne et autres. La composante intention est quand même vraiment importante parce que, de façon très concrète, si je vais dans un bar avec des amis, on prend un verre, tout ça, puis ça se trouve qu'il y a quelqu'un de mon goût dans le bar, bon, ça se passe bien, on connecte, on s'en va ensemble, puis bon, relation sexuelle. Il n'y a pas d'intention. Si je sais que vendredi soir, je vais avoir du sexe, et à ce moment-là, je me dis, je ne suis pas sûr, il me semble que mon ventre est un peu gros, je me sens pas super bien, je suis stressé, toutes sortes de raisons. Ou encore, j'ai envie de faire quelque chose de différent, de changer la routine, tout ça. Donc là, je me dis, peut-être consommer un peu de cocaïne, peut-être fumer un petit joint. Donc là, il y a une intention claire, définie de consommer pour avoir une expérience sexuelle. On poursuit. Jusqu'ici, selon vous, ce serait quoi les liens à faire avec les diapos précédentes, toute la mise en contexte que j'ai faite? Pardon? Dépression et consommation, oui. Oui. Très intéressant. On voit que tu connais le sujet. Donc oui, effectivement, ce que tu dis dans le fond, c'est que étant gay, homosexuel, tout ça, on peut nous-mêmes intégrer une certaine stigmatisation, une certaine discrimination envers nous-mêmes, l'homophobie intériorisée. Très intéressant. Donc, vivre de l'homophobie intériorisée pourrait nous amener à consommer pour essayer un peu de prendre la distance par rapport à ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres liens que vous pourriez faire? Oui. Comme par exemple? Oui, tout à fait. Oui, ouais. Concrètement, l'anxiété, le stress pourraient être des facteurs vulnérabilisants. Tout à fait. Tout à fait. Prise de risque. Oui, absolument. Absolument. Puis je pense que on va le voir plus tard. Consommer peut aussi nous amener à prendre encore davantage de risques. Tout à fait.
Autre lien que vous faites avec la mise en contexte qu'on a fait tout à l'heure, oui? Hmm. Totalement, totalement. Ceci dit, quel lien tu fais avec la mise en contexte? C'est hyper pertinent ce que tu dis là, mais ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui. C'est plein de facteurs, tout à fait. Donc, oui, effectivement, ce que tu dis là est extrêmement pertinent, puis on va revenir à certains éléments aussi que tu as nommés. Oui, absolument. Ouais. Puis s'ils ne s'assument pas, ben, peut-être aussi des raisons qui peuvent être liées à la religion, l'idée qu'on peut penser que c'est une maladie, l'idée que. Donc, tous ces différents trucs-là qu'on a regardés tout à l'heure dans l'historique peut encore aujourd'hui influencer, même si c'est du passé, même si il reste qu'on traîne encore ce bagage-là collectivement, tout le monde. Puis, ben, de par la socialisation, de par plein de mécanismes, on peut inculquer ça à d'autres personnes. OK. Oui. Ah, c'est vrai, oui. Oui. Tout à fait. Puis peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on. Le micro, il est sans fil. Peut-être qu'on pourrait l'apporter à l'avant. Ça serait plus facile, peut-être, pour les gens de se déplacer au micro, parce qu'en étant en arrière, c'est plus difficile. Vraiment désolé pour les gens en ligne. Euh, Grosso modo, là, j'ai comme perdu un peu la notion de qui a dit quoi. Ouais, peut-être l'envoyer par ici. Je pense. OK. Nos excuses pour les gens en ligne. Alors, oui, voilà, ben, et plein de différents facteurs ont été nommés, plein de différents liens ont été nommés, mais je pense que de manière générale, je pense qu'on peut résumer en disant qu'il y a des liens à faire entre toute l'historique que je vous ai présenté, qui finalement euh, il y a toujours des éléments là-dedans qui sont présents aujourd'hui, que ce soit la vision plus religieuse, la vision plus maladie. Donc, tout ce truc-là, finalement, on traîne encore ça aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on a vu dans les études qui datent d'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a de la discrimination, il y a des violences encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est quelque chose qui, finalement, fait en sorte que comme homme gay, homme bisexuel, tout ça, on peut peut-être se sentir à part, peut-être se sentir un peu différent, tout ça, pour plein de raisons. Puis peut-être même, pour certains, vont penser qu'ils sont pas normaux, vont penser que c'est un péché ce qu'ils font, que c'est une maladie, tout ça. Donc, ça les amène à vouloir se distancier de ça, puis la consommation, ben, ça peut être une façon facilement accessible. Une autre composante importante aussi, c'est l'accessibilité, la banalisation de la consommation. Et je pense que j'apprends rien à personne ici. Donc, est-ce qu'on a une question en ligne? Oui? Oui? Oui, très intéressant. Pour les gens en ligne, on a dit une hypersexualisation si tu peux répéter? De la relation. Oui. Donc, hypersexualisation, vraiment, est-ce que un de nos gens, de nos personnes en sexologie pourrait un peu nous dire c'est quoi l'hypersexualisation, grosso modo? Ouais, grosso modo, pour moi, l'hypersexualisation, c'est vraiment, dans le fond, réduire la relation vraiment à l'aspect sexuel, juste la voir pour l'aspect sexuel sans nécessairement voir l'aspect affectif, spirituel, relationnel qui est avec ça. On voit vraiment juste la sexualité. C'est ça. Merci beaucoup, merci, très gentil. Oui?
aussi, on parle beaucoup de mensualité à l'intérieur, Oui. on le dit, mais il y a aussi toute la notion du travail du sexe qu'on n'a pas abordé, Absolument. qui amène qui a un impact majeur avec la Mhm. Absolument, 100%. Donc, ce qu'on dit dans la salle ici, c'est qu'il y a un lien à faire aussi avec le travail du sexe qui est une réalité qu'on n'abordera pas nécessairement aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on est un peu en surface dans le truc, là, mais c'est toute une autre réalité, toute une autre dimension. J'en profite pour vous dire aussi qu'à Réseau, on a un programme spécifique pour les personnes qui pratiquent le travail du sexe. Mais oui, la consommation dans ce cas-là vient jouer un rôle complètement différent qui permet de, je vous le dis là, vraiment très grossièrement, mais qui permet un peu de se dissocier, de prendre la distance avec le travail qu'on fait qui implique la sexualité, de l'intimité avec des gens qu'on ne connaît peut-être pas toujours. Donc, bref, c'est tout un autre univers, là. Il y a des recherches qui se font aussi à ce niveau-là. Alors, on poursuit. Jusqu'ici, ben, on pourrait me dire, Gabriel, la consommation au contexte sexuel, ça touche tout le monde. Potentiellement. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà consommé intentionnellement dans le but d'avoir des relations sexuelles. Ça se pourrait. Ceci dit, on a quand même des recherches qui nous montrent que, eh oui, les hommes gays et bisexuels, pour les raisons qu'on a nommées tout à l'heure, qu'on a évoquées tout à l'heure, consomment davantage de drogue que leur père hétérosexuel. Ça vient de Trajectoire addictive et vécu homosexuel, un article de Jorge Flores Aranda, un chercheur assez important dans le domaine. Et évidemment, il n'est pas tout seul là-dedans. Il y a toute une équipe autour de lui, Karine Bertrand et d'autres gens. Donc, si jamais ça vous intéresse, sachez que Jorge Flores Aranda est un chercheur qui est vraiment très actif au niveau de la consommation en contexte sexuel et du chemsex. Alors, consommation de substances psychoactives à des fins sexuelles. Je vous avais dit tout à l'heure, on va revenir un peu aux motivations qui peuvent être derrière cette consommation-là. Donc, on a un petit listing ici, une petite liste des différents facteurs, des différentes motivations. Donc, se désinhiber, augmenter sa confiance, réduire l'anxiété liée à son image corporelle, ça peut être l'anxiété, point. Augmenter sa libido, augmenter son endurance, et etc. Parce que finalement, ça peut être infini, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui peuvent nous amener à consommer, mais c'est les principales raisons qu'on retrouve dans ce phénomène. Tadam! Si on revient juste aux raisons qui sont ici, ça peut être des raisons que tout le monde pourrait utiliser finalement pour justifier une consommation en contexte sexuel. Mais là, vraiment des trucs, deux raisons, deux motivations très spécifiques aux hommes LGBTQ+. Donc, les difficultés liées à l'acceptation de l'orientation sexuelle OS ou de l'identité de genre, IG. Tout à l'heure, on avait nommé là, le concept d'homophobie intériorisée. J'étais en train de l'oublier. Donc, vraiment, c'est ça ici, là, quand on parle d'acceptation de la stigmatisation. On peut parler ici de stress minoritaire, d'être un sous-groupe minoritaire. Y aller libre à vous. Alors, dans la prochaine diapo, je vais vous demander aucune idée. Je vois des visages. Oui. C'est justement le lien entre les pratiques
Mais oui, je peux te rassurer tout de suite, il y a des données qui existent sur le sujet. Mais vraiment, entre autres, les deux études que j'ai citées, on va pouvoir retrouver une répartition selon l'âge, puis selon aussi l'origine ethnoculturelle, le statut immigrant versus né au Canada. Donc, il y a tout ce détail-là, mais vraiment, ça va être plus dans les articles directement qu'on va le retrouver. Mais, ceci dit, la question elle est pertinente parce qu'on peut quand même présumer que, étant donné le cumul, l'intersection entre différentes catégories de discrimination ou d'oppression, il y aurait peut-être une vulnérabilité plus grande. Tout à l'heure, on parlait de la vulnérabilité comme étant risque d'être blessé de façon inégale. Bien, on est vraiment là-dedans. OK. Alors, on revient avec la présentation PowerPoint. J'ai donc ma fameuse définition de qu'est-ce que c'est le chemsex. Alors, on dit ici le chemsex, c'est un concept qui a été construit à partir du mot chemical, donc on avait bien raison, là, des substances chimiques, et sexe. Le chemsex a été conceptualisé autour des années 2010, donc il y a environ 12 ans de ça, par l'activiste et travailleur social britannique David Stewart, qui a fait beaucoup pour le chemsex, pour faire découvrir ce phénomène-là, mais aussi pour soutenir les gens qui vivent avec cet enjeu-là, finalement. Il en propose la définition suivante. Voilà. Le chemsex décrit un phénomène culturel. On retrouve la notion de culture ou de communauté liée, oui, effectivement, donc à la communauté gay, aussi appelée Party and Play. L'appellation Party and Play est peut-être plus utilisée en Amérique du Nord, alors que chemsex, on le retrouve plus en Europe, mais c'est pas coupé au couteau. Il y a des gens qui vont dire chemsex ici et vice-versa. Donc, ou high and horny, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même moins fréquemment ici, là. Le chemsex, c'est l'utilisation de toute combinaison de substances incluant le crystal meth, la méphédrone, le GHB ou le GBL, spécifiquement dans l'intention d'entreprendre des relations sexuelles gays ou entre hommes. Voilà. Donc, on disait tout à l'heure substance chimique, oui, mais on parle vraiment précisément pas de n'importe quelle substance chimique, mais du crystal meth, méphédrone, GHB. Méphédrone, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve très, très fréquemment ici au Canada, c'est vraiment en Europe. MMC, en tout cas, il y a toutes sortes de différentes appellations, différents noms qu'on donne à la méphédrone. Un produit très, très puissant qui a vraiment une possibilité d'avoir des impacts assez dévastateurs, tout comme le crystal meth d'ailleurs. Crystal meth qui est un stimulant, un peu comme la cocaïne ou le speed, mais vraiment, si je ne me trompe pas, 10 fois plus puissant que le speed, donc vraiment quelque chose de très, très intense. Voilà. Ça va jusqu'ici? On poursuit. Juste une petite seconde parce que... Bon. J'avais un timer qui était parti avec ma présentation, puis ça a recommencé au début, fait que je suis un peu perdu dans le temps. On va quand même poursuivre avec cette diapo-là, on l'a déjà vu. Ah oui. On va toutes les mettre. Alors, toujours avec David Stewart, qui est britannique, comme je vous le disais, le chemsex, c'est un phénomène vraiment exclusif à la culture gay. Donc, tout à l'heure, on disait, la consommation, le contexte sexuel, ça peut toucher à peu près n'importe qui, peut-être même des gens ici qui auraient fait l'expérience de ça. Bien là, ici, on est vraiment dans un phénomène propre à la culture gay, en raison de différents facteurs qui lui sont propres. Donc, vraiment, là, on parle ici du traumatisme et de la stigmatisation liée à la crise du VIH-Sida. Un peu la raison pour laquelle je vous ai parlé en début de présentation, un petit historique un peu au niveau du VIH. Puis si on ajoute à ça les ITSS de façon générale, bien, on peut encore une fois penser que la sexualité, c'est quelque chose d'un peu dégueulasse, honteux. Donc, consommer pour avoir de la sexualité devient vraiment une façon d'éviter peut-être ça.
Les comportements sociétaux, culturels ou religieux qui ont contribué au rejet, voire au dégoût de la sexualité gay. Je pense qu'on les a bien couverts dans la mise en contexte au début. Puis il y a une culture du rejet spécifique à la communauté gay, exacerbée par l'apparition d'applications, de rencontres misant sur le marketing de soi à travers différents critères d'appartenance à un sous-groupe, de perfection du corps, d'origine ethnique ou encore de performance sexuelle. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on parlait tout à l'heure, l'hypersexualisation. Il y a des liens à faire ici parce que, ici, on parle de marketing de soi sur les applications de rencontres. C'est pas anodin. Ça existe pour vrai. Puis, il y a vraiment tout un phénomène où les gens vont essayer de se mettre en valeur par leur attribut physique, finalement. Puis, ça devient aussi, finalement, une forme de consommation en tant que telle, tu sais. On exclut l'idée de drogue ou d'alcool, mais vraiment de consommation de l'intimité ou de la sexualité via une espèce de catalogue, finalement, de profils qu'on peut regarder, puis lequel qui a les plus belles photos, puis lequel qui a le plus beau corps, puis tout ça. Donc, 3 différentes raisons qui font en sorte que le chemsex est un phénomène propre aux communautés d'hommes LGBTQ+. Ah, il y en avait une 4e. Ah oui, l'association systématique du risque lié à la sexualité gay, ça reprend un peu ce qu'on voyait au début, donc avec le VIH et les ITSS. Oui? Question d'Éric Verdier, le chemsex est totalement étanche par rapport aux milieux alternatifs hétéros. Le chemsex est-il totalement étanche par rapport au milieu alternatif hétéro? Je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Je ne sais pas si on peut avoir peut-être un petit peu plus d'éléments. Est-ce que je peux intervenir en mon temps ou... Oui, on vous entend. Ah, ben voilà. Est-ce que, alors là, je suis français, donc je parle plutôt d'Europe. Il y a eu plusieurs phénomènes dans l'histoire du milieu gay qui ont été étanches au début par rapport à des milieux peut-être plus alternatifs hétérosexuels et qui, à un moment donné, ont gagné quand même le milieu hétérosexuel en commençant souvent voilà, c'est pour ça que je parle de milieu plutôt alternatif. Est-ce que le chemsex, pour l'instant, à votre avis, est vraiment cantonné à une culture gay, bi, trans, etc. ou est-ce que ça commence un peu à gagner des jeunes hétéros? Alors, bon, évidemment, il n'y a pas de recherche là-dessus, il n'y a pas de données vraiment très solides. Je peux peut-être vous parler un peu de ce qu'on observe sur le terrain. Donc, ce qu'on observe, c'est que c'est un phénomène qui gagne en ampleur auprès des communautés d'hommes gays et bisexuels. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était peut-être plus limité à un certain milieu, plus de party, plus d'alternatives en lien avec des événements précis. Là, on voit que ça gagne du terrain, donc ça va un peu au-delà de ça. Et si ça va plus au niveau peut-être des personnes hétéros, je ne pourrais pas vous répondre à ce niveau-là. J'ai eu des oui-dire que peut-être il y a des gens hétéros qui ont consommé du cristal meth dans le cadre de relations sexuelles, mais en même temps, si on regarde la définition que nous donne David Stewart, c'est vraiment propre finalement aux hommes gays et bi. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite à votre question, malgré que c'est une question vraiment très pertinente. Mais je pense que le futur va peut-être nous en apprendre un peu plus sur ça. Oui? OK. Oui, on ouvre toujours les portes, oui. Alors, partie importante de la présentation. Donc, je vais vous présenter quelques pistes d'intervention. Alors, bon. Ça, c'est la recette magique, parfaite pour tout le monde. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de façon parfaite d'intervenir avec quelqu'un qui fait du chemsex ou avec quelqu'un qui consomme dans ses relations sexuelles. Fait que, première chose, déjà, il y a plein de trucs là-dedans que vous faites sans doute déjà ou que vous avez déjà intégrés. C'est peut-être pas du nouveau pour vous, mais
je présente quand même ces différentes étapes-là qui ne sont pas nécessairement là, je les ai mis de 1 à 6, mais ce n'est pas quelque chose de linéaire qu'on fait. Ce n'est pas une checklist, tac, tac, tac. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment, ça relève beaucoup du savoir-être, un peu du savoir-faire, puis un peu de connaissance aussi. Donc, première chose, c'est vraiment prendre conscience de son positionnement. Prendre conscience de son positionnement, c'est beaucoup en lien avec le savoir-être. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes jugements que je peux avoir en lien avec la sexualité, en lien avec la consommation? C'est quoi un niveau de risque acceptable pour moi? C'est une belle réflexion à se faire, et etc. Donc, il y a aussi également, on a parlé tout à l'heure du concept de... ça m'échappe. On parlait de discrimination tout à l'heure. C'est Pardon? Pas l'intimidation, mais oppression et privilège. Intersection, merci. Vous m'avez sauvé. Oui, l'intersectionnalité aussi, donc c'est important si vous n'êtes pas familier avec le concept d'intersectionnalité, je vous inviterai à vous informer là-dessus, mais où on se positionne là-dedans, c'est quoi nos catégories, à quel point on est privilégié ou on est opprimé, puis de voir un peu de se positionner là-dedans, ça peut être aidant aussi, surtout de voir avec la personne qu'on soutient ou qu'on aide, ben, cette personne-là, elle se situe où, t'sais. Donc, de faire un peu les deux de chaque côté. Bien sûr, on ne le dira jamais assez, mais connaître ses forces, connaître ses limites, je pense que c'est un truc essentiel. C'est encore une fois dans le savoir-être, dans le fait de prendre conscience de où on se trouve, dans quel organisme, c'est quoi la mission, qu'est-ce qu'on fait. Des fois, vis-à-vis de quelqu'un qui est dans une situation comme ça peut être la détresse totale, ça peut être quelqu'un qui est en crise. On peut être tenté de vouloir sauver la personne, mais il faut quand même se ramener, aussi difficile que ça peut être, à c'est quoi mon rôle, c'est quoi la mission de l'organisme dans lequel je travaille, c'est quoi mes limites personnelles, professionnelles en tant que personne qui fait de l'intervention ou peu importe le travail que vous faites. Et bien sûr, vous avez sans doute des forces, se remémorer aussi que ces forces-là, elles sont là, donc, puis agir peut-être plus en lien avec les forces, mais pas oublier aussi qu'on peut sortir de sa zone de confort. Alors, peut-être plus savoir-faire, quoique ça peut être des connaissances aussi. Je vous invite vraiment à vous informer, à vous former, comme on le fait aujourd'hui. C'est très apprécié d'ailleurs de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce phénomène-là, à ce sujet-là. Je vais un peu plus dans quelques diapos vous montrer quelques ressources là, où c'est possible, mais déjà, avec les formations de l'INSPQ, des formations vraiment de grande qualité, je pense que c'est vraiment un très, très bon, une très bonne référence. On a également tout ce qui est entretien motivationnel, peut être une façon de faire assez intéressante avec les gens qui consomment en contexte sexuel ou qui pratiquent le chemsex. On a des formations aussi peut-être plus au niveau de la sexualité, si c'est quelque chose qui est peut-être moins votre force. Si c'est le cas contraire, puis c'est plus au niveau de la conso, est-ce que vous êtes moins confiant, confiante, vous pouvez aller vous former plus à ce niveau-là. Donc ensuite, bon, je ne reprends rien à personne ici, accueil, bienveillance, empathie, des trucs vraiment de base en intervention, mais peut-être qui sont encore plus importants dans le cas où on est avec un homme gay, bisexuel, peut-être même un homme hétéro, quelqu'un qui n'a pas fait son dévoilement, qui consomme en contexte sexuel, c'est d'autant plus important de se montrer bienveillant et empathique. Vous savez sans doute que l'empathie, c'est aussi un défi là, de rester empathique et non pas sympathique. Mais ça, je lance ça comme ça. De remettre le pouvoir entre les mains de la personne, très, très, très important, parce que comme on a vu dans la mise en contexte, souvent des gens qui peuvent avoir vécu des situations de stigmatisation, peut-être le contrôle leur échapper pour toutes sortes de raisons, que ce soit plus au niveau de la santé mentale ou au niveau de trucs plus au niveau de la discrimination. Donc, de remettre le pouvoir entre les mains de la personne dans le processus d'aide, c'est quelque chose d'hyper important. Écouter, entendre ou déceler les indices, puis les refléter. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment comme générer une envie de changer
de modifier ses comportements. Donc, pour ça, pour pouvoir faire ça, peut-être écouter, entendre, ça va, déceler les indices, les refléter. Peut-être ça peut demander d'aller se former un peu davantage pour voir précisément c'est quoi les indices. Mais déjà, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, la mise en contexte que j'ai faite, je pense que vous avez peut-être déjà des idées d'indices qu'on pourrait déceler dans le discours d'une personne. Ensuite, on a aux besoins référés. Je vous ai mis 2 petits trucs ici assez intéressants. Bien sûr, on a notre propre catalogue de ressources GRéseau qui a une portée provinciale, donc partout dans la province du Québec, il y a des ressources sur notre catalogue, mais aussi un truc que je vais vous présenter un peu plus tard si on a le temps. Ça prend un village.com ressources qui ont fait un travail vraiment super important d'aller rencontrer des professionnels de la santé, puis de faire un portrait, de faire une petite entrevue avec ces professionnels-là pour finalement un peu sécuriser peut-être les personnes qui souhaiteraient rencontrer un professionnel. Puis là, ils se disent, je vais-tu me faire encore discriminer avec cette personne-là, tout ça. Là-dessus, vous avez vraiment des portraits de personnes professionnelles qui nomment un peu leurs expériences. Réduction des risques et des méfaits, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une approche importante chez Réseau. Je vais passer quand même rapidement. Vous allez avoir le PowerPoint, vous pouvez regarder le tableau plus en détail. Mais peut-être 2 pistes ici. Explorer la loi de l'effet. La loi de l'effet, je vous laisse aller voir si vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental en termes de toxico, de consommation de substances. En gros, là, c'est de dire que quand on consomme, ce n'est pas juste qu'on consomme qui a un effet, c'est aussi le contexte, c'est aussi notre état à l'intérieur de nous, comment on se sent, la substance qu'on va prendre, c'est quoi la qualité du truc. Bon, il y a plein de pistes à explorer là pour réduire les risques. Donc, mais un petit truc très, très simple, ne jamais consommer seul, c'est toujours une bonne proposition. On a aussi le concept de la prévention combinée. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'historique du VIH. On a énormément évolué dans la prévention du VIH, des ITSS. Donc, on n'est plus dans une optique où on parle juste du condom. Le condom, c'est sûr que ça reste un outil efficace, c'est sûr que ça reste un outil incontournable pour certains, mais il y a plus que juste le condom. Puis, c'est aussi de changer notre façon de voir les choses et de vraiment être dans une optique où on peut combiner plein de différentes stratégies pour arriver à un niveau de risque qui est acceptable pour soi. Mais ça implique aussi de faire la réflexion, c'est quoi mon niveau de risque acceptable? T'sais? Donc, allez vous renseigner là-dessus. On a le projet mobilise.org, puis également prêtpourlaction.com, un site qui a été fait par la Coxida, un très beau site d'ailleurs. Je vous le recommande fortement. Alors, ici, je vous présente le projet. C'est un projet de maîtrise de Jeanne Tiste à l'UQAM qui a fait donc des capsules vidéo réalisées dans le cadre de son projet. Son projet se nomme Vers des services adaptés pour les minorités sexuelles et de genre ayant une consommation problématique de méthamphétamine et d'autres substances associées. Une approche visant l'épanouissement en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est donc là, j'en ai mis 7 capsules pratico-pratiques. Les vidéos, au début, les premières vidéos durent entre 5 à 10 minutes. C'est vraiment très simple, c'est concret. Et si vous cherchez un endroit où commencer, je pense que c'est le meilleur endroit où commencer. On part de la base, puis vraiment, on est dans le concret. Donc, les premières vidéos, c'est ceux-là. Après ça, il y a des vidéos qui vont plus loin, qui sont plus longs aussi. Mais libre à vous d'aller voir ce qui vous convient. Jeanne Tisse, elle a fait son projet de maîtrise sur ce sujet-là parce que, selon elle, elle a observé vraiment une réticence de différents intervenants à aborder le sujet de front. Puis cette réticence-là, finalement, c'est la peur d'être jugé, d'être incompris par le professionnel de la santé ou des services sociaux. Mais aussi, parfois, ça peut être la honte reliée à l'orientation sexuelle dont on a déjà parlé, ou à ses pratiques sexuelles ou à ses comportements, qui peut amener finalement la consommation. Alors, approche la fin. Notre approche chez Réseau, on agit à toutes sortes de différents niveaux. On a une approche, j'ai envie de dire, holistique du phénomène. Alors, donc, on a contribué à cet outil-là magnifique qui s'appelle monbuzz.ca ou mybuzz.ca en anglais,
C'est un outil qui, à la base, c'était vraiment un projet de recherche qui visait à évaluer un questionnaire qu'on retrouve là-dedans. Donc, c'est une plateforme, on peut aller faire son bilan. Donc, derrière ça, il y a tout un questionnaire qui a été validé scientifiquement pour déterminer c'est quoi le niveau de risque en fonction de ma consommation puis en fonction de mes pratiques sexuelles. La personne est amenée finalement à répondre à des questions et on a fait un gros travail de réduire vraiment au minimum le nombre de questions parce qu'on est conscient que personne qui a envie de passer 1 heure devant son écran à répondre à 10 000 questions. Donc, on a fait un travail d'un peu d'élaguer puis de faire en sorte que ce ne soit pas trop lourd. On donne le choix aussi à la personne de choisir est-ce que je veux répondre à des questions sur ma sexualité, sur ma consommation ou les deux ensemble. Ça peut raccourcir le parcours. La personne fait son bilan, elle a des indicateurs clairs de c'est quoi les risques qu'elle prend. Donc, ça peut amener peut-être une prise de conscience. Si jamais vous êtes en contact avec des gens, vous n'avez pas le temps d'aller là dans l'intervention, vous pouvez référer à cet outil-là. C'est simple, c'est très bien fait. Voilà, c'est un petit aperçu, là, c'est un peu sous forme de chat comme ça. Donc, la personne peut répondre aux questions de cette façon-là. On a, à travers le programme Champion communautaire qu'on a à Réseau, on a apporté un soutien logistique et financier à ce magnifique projet qui s'appelle Ça prend un village, un projet qui est vraiment fait par et pour des gens qui se rétablissent là, du chemsex finalement, mais plus précisément de la dépendance au cristal meth. Alors, je vous encourage fortement à aller voir le site web Ça prend un village. Donc, c'est très, très, très intéressant. Vous allez voir que c'est un outil qui peut peut-être aider à soi-même se sensibiliser ou à sensibiliser d'autres personnes. Donc, 4 vidéos de témoignages de personnes qui ont consommé du cristal meth et qui se sont sorties de ça. C'est aussi pour amener une perspective peut-être plus lumineuse, plus d'espoir en lien avec ça, parce qu'on peut voir que c'est un peu lourd, tu sais. Alors, bien sûr, à Réseau, on a un projet où on collabore avec ACCM, qui est AIDS Community Care Montreal. On est littéralement dans le même bâtiment et on collabore sur ce projet-là, projet donc Impact, qui vise à offrir finalement du soutien aux personnes qui pratiquent le chemsex. Vraiment, c'est un soutien communautaire. Il y a des pairs qui sont impliqués là-dedans aussi, pairs PAIRS. Je le dis parce qu'on a parlé de papa plus tôt, mais ce n'est pas la même chose. Alors voilà, ici, on a la plateforme Intersection. Peut-être des gens qui connaissent déjà dans la salle la plateforme Intersection, qui est finalement une communauté de pratique sur le champ croisé de la sexualité et de la consommation. Donc, vraiment un truc très, très large. On n'est pas dans le chemsex ici, mais on est vraiment dans la consommation au contexte sexuel. Puis là, on oublie toute la notion d'homme LGBTQ+. C'est vraiment pour tout le monde, cette plateforme-là. Alors, malheureusement, les enregistrements sur la communauté de pratique sont terminés, mais ça reste quand même une ressource vraiment très, très, très utile et pertinente. Et il y aura évidemment une autre vague d'inscription pour la communauté de pratique. Alors, chez Réseau, on a un rôle actif, je dirais même proactif, sur plein de différents projets de recherche. On souhaite avoir ce rôle-là, dans le fond, parce qu'on sait que les projets de recherche contribuent à faire avancer les connaissances sur le sujet, contribuent à finalement nous montrer c'est quoi les meilleures pratiques pour soutenir les gens, pour les accompagner dans le changement qu'ils souhaitent voir dans leur vie. Donc là, je vous ai mis tout simplement des exemples de différentes affiches de promotion. On va jouer toutes sortes de différents rôles. Parfois, c'est un rôle aviseur où est-ce qu'on va dire un peu ce qu'on pense par rapport aux questions qui sont posées ou ce qu'on pense sur la façon dont on devrait utiliser les données. Ou quand même très souvent, on va nous interpeller pour un rôle plus de promotion lié au recrutement de l'étude. Donc, voilà. Ensuite, bien évidemment, on a nos propres services chez Réseau, des services directs qui sont offerts aux hommes LGBTQ+. Alors, ici, on a un service vraiment relié au chemsex, PNP chemsex. On offre de l'intervention individuelle, de l'intervention de groupe. J'attire votre attention aussi sur un atelier qu'on offre également à Réseau, qui est vraiment en lien avec la conso, avec ou sans sexe. Donc là, on est moins dans chemsex, plus dans consommation sexualisée.
Ici, on est vraiment chemsex. Donc, ça, c'est les services qui se réseau en plus des services généraux.